Voilà, bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le phénomène d'Outhoff. Je me présente, je m'appelle Amélie Bechler, je suis en charge des cours et formations au Centre roman de la Société suisse de la sclérose en plaques. Et au programme de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Steffen, qui est ergothérapeute et intervenante externe pour la filière ergothérapie de la HETSL, entre autres, et également formatrice dans le cadre des formations continues. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les écrire à tout moment dans l'espace prévu à cet effet, dans le panel Q&R qui se trouve en haut ou en bas de votre écran. Et on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. C'est possible qu'on ne parvienne pas à répondre à toutes les questions, notamment si certaines sont très spécifiques, mais vous pourrez prendre contact si jamais avec nous par la suite par téléphone ou par email. Le webinaire sera disponible en ligne sur notre site internet d'ici quelques jours, donc la semaine prochaine, si vous souhaitez le consulter à nouveau. Petite info spéciale ce soir, on sera vraiment obligé de finir à 19h pile pour des raisons de maintenance informatique. Et donc sachez que si ça coupe, c'est à cause de ça, mais c'est plutôt improbable que ça s'arrête abruptement avant 19h. Donc j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Magali Steffen, à qui je vais passer l'écran, et puis je vous retrouverai ensuite pour les questions. Bonne présentation. Voilà, bonjour tout le monde. Je pense que c'est bon, mais je ne sais pas. Alors, là, j'ai arrêté mon écran. On voit pas encore le tien. Voilà, je sais pas. Tu me dis, Amélie, quand tu Oui, penses que c'est bon? alors là, pour le moment, je vois pas la présentation. Ah, Donc, alors j'étais vous en... voyez ma Ouais, tête, juste, c'est c'est ça. ça. Ah, Tout bon, à bah alors fait. comme ça, si vous voyez ma tête, je dis déjà bonjour à tout le monde. Et puis, je vais lancer la présentation Ça tout de suite. Donc, marche. bah, voilà, comme elle l'a dit, je suis Magali et je suis un petit peu stressée parce que j'ai vu que c'était écrit enregistrement. Et comme je dis souvent beaucoup de bêtises, j'assume, mais quand elles sont enregistrées, je ne sais pas si j'assume tout autant. Donc, je vais partager mon écran. Attention, c'est parti. Voilà. Et puis, normalement, là, vous devriez voir la présentation. Faut que j'enlève juste la barre de Ouais, partage c'est de tout bon. l'écran. Ça joue? Ouais, normalement, elles sont là après. Ouais, c'est tout bon. Parfait. Excellent. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que si vous trouvez que cette présentation, elle n'est pas bien, j'espère au moins que vous saurez apprécier le choix du PowerPoint avec ce magnifique paysage. Et puis, moi, j'ai appris pas mal de choses en montant cette présentation sur le phénomène de d'Outhoff. Et puis, ben, j'espère que ça vous apportera un plus. Donc, je vais commencer par un bout plutôt explicatif sur le phénomène d'Outhoff pour les personnes qui connaissent pas forcément. Et puis, par la suite, on va rentrer dans des choses un peu plus pratico-pratiques. Voilà. Alors, c'est parti. C'est là où c'est censé fonctionner et que ça ne fonctionne pas. Excellent. Pourquoi je n'arrive pas à tourner média? Voilà. Donc, au niveau de la définition, donc c'est bien sûr pas moi qui l'ai inventé. Il y en a plusieurs. J'en ai choisi deux. La première que j'ai choisie, c'est donc de décrire le phénomène d'Outhoff comme étant une aggravation qui est temporaire. Et j'ai mis en gras le terme temporaire parce qu'il y a vraiment cette notion-là qui est au cœur aussi du diagnostic de ce phénomène d'Outhoff. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est censé durer longtemps. Et c'est une aggravation des fonctions neurologiques en réponse à l'exposition à la chaleur, donc à la chaleur du corps en fait, qui induit la chaleur extérieure ou différentes sources de chaleur peuvent augmenter la température corporelle. Et puis, ça peut affecter les fonctions physiques et cognitives des patients qui sont atteints de sclérose en plaques et altérer au final avec les activités de la vie quotidienne. Je bégaye un peu, on voit le stress, là, s'améliore normalement avec le temps. Et la deuxième définition, donc c'est toujours une idée transitoire de symptômes liés à la sclérose en plaques lorsque la température du corps augmente. Et c'est vraiment précisé que ce phénomène d'Outhoff, il est différent d'une poussée d'une sclérose en plaques. Donc voilà, et il est censé
disparaître avec la baisse de la température. Voilà. Donc là, historiquement, bah, c'est en 1890 en fait que ça a été un petit peu découvert et documenté pour la première fois, ce phénomène, par un ophtalmologue allemand. Et lui, ce qu'il a constaté, ben, c'était en tant qu'ophtalmologue des problématiques en fait visuelles, des symptômes optiques et qui étaient réversibles. Et puis il a observé ça chez ses patients, ces difficultés visuelles en fait suite à de l'exercice. Et il a pu observer que c'était à peu près 40% des patients, donc 4 patients sur 100 qui avaient une sclérose en plaques qui présentaient ces difficultés visuelles. Et à ce moment-là, en fait, à l'époque, ça avait été vraiment mis en lien avec l'exercice et ça lui était passé à côté le fait que c'était en fait lié à la température corporelle. Et aujourd'hui, c'est important vraiment de retenir ça. C'est pas l'exercice en soi qui va poser un problème, ça peut être l'augmentation de la température corporelle, mais on peut faire de l'exercice malgré ce phénomène d'Outhoff. Donc voilà, donc le nom a été donné dans les années 1960 et puis à partir de 1950, en fait, c'était utilisé ce phénomène-là pour faire un diagnostic en fait de la sclérose en plaques et ils utilisaient en fait le test du bain chaud. Donc le fait que des gens soient mis dans un bain chaud et développent des symptômes, c'était une piste diagnostique pour la sclérose en plaques. Et puis après, ben, il y a eu des progrès de la médecine, de la neuroimagerie et puis le test du bain chaud il a été remplacé par des tests un petit peu plus fiables comme l'IRM, l'analyse du liquide céphalorachidien. Donc LCR, c'est liquide céphalorachidien. Voilà. Ici, j'ai juste choisi une image qui est dans une étude que j'ai citée à plusieurs reprises. Euh, c'est une étude qui discute les sensibilités aux variations de température des personnes qui ont une sclérose en plaques. C'est une étude qui a été faite auprès de 757 personnes qui ont une sclérose en plaques et ils ont reçu en fait un formulaire en ligne. Et puis là, je ne sais pas si on voit ma souris quand je la mets à l'écran, mais je pense que oui. Donc, Oui, oui, on voit, c'est tout bon. on voit, donc voilà. Donc les 750 personnes qui ont reçu le formulaire. Et puis, on leur a posé la question de comment est-ce que eux percevaient ces variations de température. Et 58% des personnes qui présentent une sclérose en plaques ont dit je perçois, je ressens une sensibilité à la chaleur. 29% ont dit qu'ils ressentaient des variations de l'état des symptômes neurologiques autant au chaud qu'au froid, et puis 13% plutôt quand il fait froid. Et puis la manière dont ça se manifeste en général chez les gens, ce qui a été relevé dans cette étude, c'est que c'est une augmentation de la fatigue qui a un impact essentiellement sur la concentration et les capacités de marche, et puis que c'est très individuel quand même ces facteurs, et c'est dépendant notamment de l'âge, du niveau de troubles moteurs et puis de l'expérience personnelle de la fatigue. Et dans les stratégies que les gens utilisent préférentiellement, par rapport à la chaleur, les gens spontanément vont chercher à s'habiller de manière plus légère, à utiliser l'air conditionné. Alors, c'est pas seulement quelque chose qu'on a beaucoup en Suisse de manière privée et qu'il y a la question écologique qui peut se poser derrière. Et une grande partie des personnes utilisent aussi les ventilateurs. Et puis par rapport au froid, les gens restent en général à l'intérieur, utilisent le multicouche, ils font les oignons, et l'utilisation de chauffage. Donc voilà. Donc là, c'est vrai qu'on parle de ce phénomène de Hutov qui est vraiment lié à l'augmentation de la chaleur corporelle, mais que de manière générale, il y a une sensibilité qui est connue chez les personnes qui ont une sclérose en plaques, et c'est pas uniquement à la chaleur, ça peut être aussi au froid ou ça peut être les deux. Voilà. Donc la prévalence, donc quand on parle de prévalence, un peu le nombre de personnes dans la population atteinte de sclérose en plaques qui présente ce phénomène, là il y a une étude qui a été faite sur 20 ans et on a identifié que 60% à 80% des personnes qui ont une sclérose en plaques vont présenter à un moment donné des symptômes liés au phénomène de Huthoff.
88% des personnes vont avoir des symptômes qui sont visuels à un moment donné, mais il y a quand même 16% des patients, enfin, 88% des personnes vont avoir des phénomènes visuels, mais ça peut être d'autres choses que des phénomènes visuels, on va voir tout à l'heure. 16% des patients ont connu une guérison complète en 8 semaines. Et ça peut être en quelques heures, comme en quelques jours, comme en quelques semaines, mais c'est quelque chose qui doit disparaître. Ok. Ça survient à partir d'un seuil qui est propre à chaque personne. Ça veut dire qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Alors je dis on, je ne devrais pas dire on parce que ça fait comme si je m'incluais dans cette question-là. Moi, j'ai pas de sclérose en plaques, mais pour les personnes qui ont une sclérose en plaques, toutes les personnes qui ont une sclérose en plaques vont pas forcément manifester ce phénomène de Huthoff. Et puis certains, il suffit d'une très faible augmentation de la température corporelle, et puis pour d'autres, il y a plus de marge. Et puis ça va fluctuer aussi en fonction des moments de la vie et puis voilà, de l'état général. La persistance quand même de ce signe au-delà de 2 mois, ça peut être quand même un marqueur de mauvaise remyélinisation. Donc c'est quand même quelque chose qui est à surveiller et pas à banaliser. Les symptômes qui sont décrits, en général, c'est donc des troubles visuels. Ça peut être une vision double, ça peut être une vision floue, ça peut être voilà, une impression de baisse du champ, de l'acuité visuelle. Ça peut être des douleurs, ça peut être des troubles de l'équilibre, ça peut être une faiblesse musculaire, ça peut être des problèmes de vessie, plus de difficultés pour la continence, des changements cognitifs, plus de difficultés à se concentrer, à maintenir son attention, ou avec la mémoire, ou à résoudre des problèmes, plutôt quand il faut réussir à articuler les choses entre elles, à planifier, à anticiper. Ça peut être des changements sensoriels avec des sensations de picotement, des sensations de fourmillement, euh, voilà, et puis une augmentation de la fatigue. Donc ça ne veut pas dire que c'est les seuls symptômes de Huthoff, et ça ne veut pas dire que quand on a Huthoff, on les a tous ou seulement un, mais c'est ceux qui sont décrits de manière générale quand on prend toutes les personnes qui ont eu un phénomène de Huthoff, c'est ce qui est décrit comme étant certains des symptômes. Donc voilà. Euh, il y a des déclencheurs qui sont connus, et puis c'est là en fait où c'est quand même intéressant, c'est que ça veut dire que si on connaît les déclencheurs, eh ben, on peut essayer de prévenir, en tout cas dans ce cas-là, c'est pas le cas tout le temps, mais là en l'occurrence, si on connaît les déclencheurs, on peut faire un certain nombre de choses pour éviter que ce phénomène il se déclenche. Et les principaux déclencheurs qui ont été identifiés, c'est notamment pour les femmes la période prémenstruelle, notamment la phase lutéale, où il va y avoir une augmentation de la température corporelle. Donc, c'est des méthodes qui sont assez connues, la prise de température pour éviter d'avoir des enfants ou justement quand on souhaite avoir des enfants. Mais c'est bien qu'il y a une variation de la température corporelle au cours du cycle féminin. Et puis là, quand la température augmente, eh ben, ça peut être un déclencheur parfois du phénomène d'Huthoff. L'exercice en soi, mais ça c'est l'exercice quand le corps surchauffe, ça peut être la fièvre, donc quand on a une infection, une maladie, ou ça peut être aussi, et je pense que certains d'entre vous ont pu peut-être vivre ça, notamment avec les vaccins Covid. À partir du moment où il y a une vaccination, ben, le système immunitaire va réagir et puis il peut y avoir une légère montée de la température et ça peut déclencher des phénomènes d'Huthoff aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se vacciner, hein. Je ne suis pas en train de passer ce message-là. Je suis juste en train de dire que ça peut être lié. Euh, donc, derrière, de se dire, mais s'il y a une vaccination, puis que tout d'un coup, je ressens des symptômes, ben, voilà, de ne pas paniquer et de partir de l'hypothèse que ça peut être simplement lié à cette vaccination. Donc, les infections, j'en ai parlé. L'exposition au soleil, donc on imagine bien que si on va faire la crêpe recto-verso en plein cagnard, à un moment donné, c'est possible que le corps prenne de la température aussi. Donc, voilà, la même chose pour le bronzage. De manière générale, les températures extérieures supérieures à 30 degrés sont reconnues comme pouvant être un déclencheur. Ça peut être aussi un peu plus bas, hein, même s'il fait 28, 29, voilà, en fonction de la sensibilité des gens. Les douches chaudes, les bains chauds, l'hydrothérapie à haute température, les saunas, les hammams. Et puis c'est vrai que pour moi, ça c'est quand même assez interpellant aussi, enfin, pour nous en tant qu'ergothérapeute dans les messages qu'on peut passer, parce que
pense qu'on peut se dire aussi, ben, quand il y a des douleurs musculaires, il y a des crispations, qu'il y a une rigidité, ben, on a cette première idée en tête quand même de se dire ben, le chaud peut faire du bien pour détendre un petit peu les muscles. Mais voilà, c'est un équilibre personnel à trouver, mais voilà, ça peut faire du bien, mais ça peut être aussi un déclencheur et un aggravateur. Je pense que ce mot n'existe pas, mais que tout le monde m'a compris. Donc voilà, Tout à fait. sauna, hammam, les stress psychologiques, donc ça c'est, enfin voilà, en fonction de ce qu'on vit dans sa vie, d'événements particuliers, un choc à un moment donné, ou peut-être une transition, un deuil ou quelque chose, enfin voilà, au travail, comment est-ce qu'on se sent. Enfin, voilà, on va être plus agité intérieurement, puis ça peut contribuer aussi à ça. Des repas chauds, le tabagisme, et puis la radiothérapie à ondes courtes et l'application de paraffine. Voilà. Ça, c'est les déclencheurs qui sont connus, c'est l'état des connaissances scientifiques actuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Ici, je vous ai remis, mais je pense que vous êtes bien plus au courant que moi du fonctionnement de cette maladie, mais juste dans les grandes lignes, ben voilà, la sclérose en plaques, c'est une atteinte de la gaine de myéline. Donc ici, vous avez ces drôles de petites choses que sont des neurones avec donc ces cellules nerveuses avec le noyau, le corps, et puis ici l'axone. Et puis tout autour de l'axone, de ce neurone, on voit des parties oranges qui sont en fait la gaine de myéline. Et puis ben, l'information nerveuse, elle va passer à travers ce neurone, puis d'un neurone à l'autre. Et puis, pour que l'information, que le message nerveux, donc par exemple, quand on dit ben, j'aimerais ouvrir ma main, que cette information parte du cerveau et puis arrive jusque dans ma main, en fait, que ça se passe de manière rapide, l'information, elle passe en fait sous forme de saut d'une partie à l'autre de l'axone. Puis ces sauts, en fait, ils viennent entre deux, c'est les nœuds de Ranvier, c'est appelé. Et puis ce qui se passe, c'est que ben, l'information passe de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, c'est appelé une conduction saltatoire. Et puis quand la gaine de myéline, on voit sur ce deuxième dessin, eh ben, elle est abîmée dans la sclérose en plaques notamment, eh ben, ça devient difficile à sauter en fait d'un endroit, d'un nœud de Ranvier à l'autre. Et puis ben, la conduction, elle devient plus saltatoire, elle devient en fait membranaire. Et du coup, de cette conduction saltatoire par saut qui est rapide, ben, ça devient une conduction membranaire qui est plus lente. Et puis, ben, on imagine bien que ben, si la conduction de l'influx nerveux est plus lente, la réaction est plus lente, et puis l'information, elle est peut-être un petit peu moins claire, moins, enfin voilà, ce qui va faire par exemple des troubles de la sensibilité ou comme ça, c'est que l'information, elle passe plus de manière aussi nette. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la sclérose en plaques. Et puis, ben, dans le phénomène d'Outhoff, ce qui va se passer, c'est pas très très bien encore parfaitement compris en fait par les scientifiques qui travaillent là-dessus. C'est considéré comme étant assez complexe et il y a des hypothèses, enfin il y a une compréhension en fait, le fait que la gaine de myéline soit détruite, il y a des canaux en fait sodiques et potassiques qui se trouvent au nœud de Ranvier, ils vont se réorganiser, ils vont changer un peu de place, de configuration tout au long du neurone. Donc ça, c'est une des causes de ce phénomène de Wuthoff, où quand il y a la chaleur qui vient en plus accentuer les choses, la température du corps qui augmente, ça va faire bouger tout ça. Et puis, il y a des protéines de choc thermique, des changements circulatoires, des effets du calcium sérique. Enfin, voilà, il y a plusieurs facteurs qui sont derrière ce phénomène de Wuthoff sans qu'on comprenne pleinement les choses. Et puis, ça peut entraîner finalement un bloc de conduction à partir du moment où la température du corps, elle augmente de 0,2 à 0,5 degrés. Donc, on voit que c'est très faible, hein, l'augmentation de la température corporelle qui peut générer ce phénomène. Et donc, ça peut aggraver les symptômes de la CEP ou générer des nouveaux symptômes. Donc, au niveau de l'évaluation, je vais pas, c'est pas mon domaine, c'est le domaine plutôt médical. J'ai remis quelques informations dans les grandes lignes. Euh, L'évaluation qui doit être faite au niveau médical, c'est de se dire est-ce que c'est une exacerbation, une rechute de la sclérose en plaques ou est-ce que c'est une pseudo-exacerbation, une pseudo-poussée en fait. Et puis là, ben, il y a une investigation médicale avec des recherches de signes d'infection, d'exposition au soleil, etc., tous les déclencheurs. Et puis après, il y a des tests en laboratoire, des analyses d'urine, il peut y avoir des radiographies.
qui est important, en fait, c'est vraiment de distinguer ce phénomène d'Outhoff d'une rechute, parce que le traitement, il n'est pas du tout le même, en fait. Et dans un phénomène d'Outhoff, on va chercher à traiter la cause, c'est-à-dire les facteurs qui ont augmenté la température corporelle. Et on ne va pas normalement avoir une corticothérapie. Voilà. Donc ici, vous retrouvez un peu cette distinction entre la poussée et le phénomène d'Outhoff. Le support de présentation, je crois qu'il va être mis à disposition après par la Société suisse de sclérose en plaques. Donc, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus pour aller dans les choses un petit peu plus pratico-pratiques. Donc, le traitement, en fait, il est préventif. Donc, c'est un petit peu ce que propose ce soir en m'ayant demandé d'intervenir, c'était de dire si les gens sont informés, si les gens comprennent mieux, autant les personnes qui ont des scléroses en plaques que des proches aidants, que des professionnels de santé, il y a moins de risques de déclencher ce phénomène-là. Donc ça, c'est dans les traitements, il y a ce traitement préventif, éviter que ça apparaisse. Et puis après, il y a le traitement symptomatique, parce que peut-être, et parfois, malgré les connaissances qu'on peut avoir, le phénomène, il peut se déclencher quand même. Donc là, c'est connaître les facteurs qui peuvent entraîner une élévation de la température corporelle, donc c'est ce qu'on a discuté avant. Et puis, c'est aussi comprendre ce qui se passe en fait au niveau neurologique. Donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter les symptômes et surtout les déclencheurs pour que vous puissiez avoir ça en tête dans votre vie de tous les jours. Et puis, ça demande effectivement de se reposer la question, mais quand je suis en train de cuisiner, quand je suis en train de faire du footing, quand je suis en train de porter des cartons pour mon déménagement, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma température corporelle et puis comment est-ce qu'est l'environnement extérieur aussi par rapport à l'activité que je suis en train de faire. Voilà. Et puis, s'il y a des symptômes, on va éviter ces déclencheurs de chaleur et puis on va appliquer des mesures de refroidissement au final. Et puis, dans les mesures de refroidissement, il y a les douches froides qui sont proposées, les packs de glace, les boissons froides. On va voir un peu en détail après ce qu'on peut faire aussi de manière préventive. Le pronostic, il est bon, c'est pour ça que je l'ai mis quand même en rose. C'est que l'idée, c'est pas de faire flipper, c'est de dire ça existe, on peut faire des choses, on peut prévenir, on peut agir si ça se passe, et puis que la récupération, elle est bonne dans ce phénomène de Huthoff. Et là, ils disent dans la littérature, se résout en général complètement après des périodes variables de repos allant généralement de quelques minutes à 1 heure. Et puis, on en a vu, en tous les cas, normalement, dans les 8 semaines, ça devrait être résolu. C'est clair que si on se fait 1 mois et demi de canicule, c'est peut-être un petit peu plus difficile, quoi. Voilà. Là, vous avez 3 dias. Je vais pas les passer en détail. C'est juste une étude qui montre les symptômes ici qui existent, qui sont connus dans la sclérose en plaques. Ici, les symptômes connus par rapport à la sensibilité à la chaleur et puis les symptômes ici qui sont connus pour la sensibilité au froid. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour la partie théorique. Pas toujours très digeste. J'espère que j'ai été claire et que c'était quand même pas trop long. Et puis, maintenant, je vais vous parler des technologies de refroidissement. Amélie, si tu as l'impression qu'il faut vraiment que je me dépêche parce que je poireaute sur des choses, il faut me dire. Oui, je ferai gardienne du temps, pas de souci. Merci. Je suis très nulle pour ça. Et j'ai envie de faire aucun effort à ce sujet-là. Pas de souci, je suis là pour ça. Oui, merci. Du coup, dans les technologies de refroidissement au froid, alors c'était mon enquête en fait pour vous monter cette présentation, pour essayer d'avoir quelque chose d'organisé et de structuré. Il existe plein de choses et c'est assez difficile de savoir qu'est-ce que vaut quoi. Et après avoir monté cette présentation, j'ai pas beaucoup plus de réponses, j'ai plutôt des catégories de choses à vous présenter. Et puis qu'après, je crois que c'est des choses à tester et qui vont être aussi individuelles en fonction des goûts et des besoins par rapport aux habitudes de vie de chacun. Donc, c'est parti. Donc, j'ai commencé simplement par les vêtements. Donc, ce n'est pas une technologie de refroidissement à proprement parler, mais c'est plutôt un moyen de réduire l'augmentation de la température corporelle sans chercher à la faire baisser à tout prix, mais plutôt à pas qu'elle monte. Et puis là, dans les vêtements, donc il y a vraiment des normes. Donc tous les vêtements en fait anti-UVA, UVB,
il y a une norme que j'ai mise ici, et puis c'est de viser. Donc, en général, vous l'avez sur les étiquettes. Ces vêtements UPF 50 plus. Donc ça va bloquer en fait les UV. Et puis ben, la technologie là, qui est utilisée dans ces vêtements, c'est des traitements chimiques ou des revêtements de protection. Donc voilà, l'avantage, ben, c'est que c'est un vêtement qui est confortable, qui est facile à combiner avec aussi d'autres technologies de refroidissement ou d'autres vêtements, euh, et qu'il existe une variété de vêtements différents. L'inconvénient, c'est que ça protège uniquement des rayons UV et puis pas contre la chaleur ou les stress thermiques à proprement parler. Donc ça, c'est par blocage UV. Donc cherchez les vêtements UPF 50+. Sinon, bah, il y a des études qui montrent un petit peu, enfin voilà, on se dit bien que quand il fait froid, on va mettre des chaussettes en laine, mais il y a tellement aussi de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies, des nanomatériaux qui existent. Je trouve que ça devient difficile à s'y retrouver là-dedans. J'ai essayé de faire la synthèse de ce que j'ai trouvé dans les études. Donc, les recommandations, c'est plutôt des vêtements en coton, en lin, en soie, en tencel, ou si je choisis mon plus bel anglais, c'est peut-être tencel, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une soie végétale, ce que j'ai appris. Formidable. Et donc, c'est une matière synthétique artificielle, mais qui est produite à partir d'eucalyptus et de feuilles de bambou. Donc, voilà, c'est pas pour commerce local, mais ça peut être bien. Et puis, il y a des choses qui existent sur les nano-PE, les nanotextiles, mais j'arrive pas à savoir s'il y a des choses qui sont déjà commercialisées ou pas. Je sais qu'il y a des conditions expérimentales où ça a été testé, et puis que ces vêtements en nano-PE, là, dans un contexte d'études où on met les gens dans une salle chaude, et puis on leur fait faire de l'exercice. En fait, ces nano-textiles, ces nano-vêtements, en fait, ils ont fait augmenter la température du corps de 0,8 degrés, les tissus en polyéthylène de 2,9 degrés et puis le coton de 3,5 degrés. Donc voilà, ça laisse penser que dans ces nouvelles technologies, ces nanotextiles, il y a une possibilité d'avoir des vêtements qui permettent d'augmenter le moins possible la température du corps. Voilà. Ce qui est recommandé, c'est d'éviter tous les polyesters et le viscose. Donc voilà. Donc il y a le choix des tissus pour vos vêtements qui peuvent être importants. Donc pour votre anniversaire, demandez des habits en lin. Je suis sûre que pour le budget de tout le monde, ça va être agréable. C'est très joli, mais ça coûte quand même un petit peu cher, la soie et le lin. Voilà. Alors, ensuite, on rentre dans les technologies de refroidissement. Une des premières techniques de refroidissement, c'est la transformation de l'air. Donc, en gros, c'est des mini climatiseurs personnels. Donc, c'est une image, je crois que c'est au Japon, où ils sont, donc il fait hyper chaud, ils sont dans une salle à passer 40 degrés, et puis ils ont tous leur veste avec leur petit air conditionné personnel. Donc c'est une technologie qui existe, qui est efficace, qui est peu écologique et qui est chère. Mais voilà, ça peut être une possibilité. Là, je pense que c'est vraiment là où vous allez trouver des réponses, peut-être à vos besoins. Je vais vous montrer en fait une vidéo, je crois qu'il va expliquer plus clairement les choses, mais en fait, il y a peut-être vous avez entendu parler de gilets refroidissants ou de tissus refroidissants. Et puis en fait, il existe plein de technologies différentes et c'est assez compliqué à comprendre parce qu'ils utilisent tous un petit jargon, des abréviations. Mais globalement, il y a des techniques par évaporation d'humidité. Donc, en gros, on va plonger le vêtement dans de l'eau, dans un liquide, et puis l'évaporation de l'eau, donc le vêtement est mouillé, et par évaporation, ça va refroidir le corps. Donc ça, c'est cette première image. La deuxième technologie, c'est en fait l'évaporation qui est dite sèche, donc ça paraît un petit peu bizarre, mais en fait, on va remplir le vêtement d'eau, et puis c'est l'eau qui s'évapore qui va refroidir le vêtement. Donc ça, c'est l'évaporation sèche. Et puis après, bah, il y a les packs réfrigérants, donc c'est
des gilets, et il existe aussi d'autres choses que des gilets, mais où on va mettre des packs et puis qui vont diminuer d'un certain nombre de degrés et puis qui ont une durée de vie, on va dire, de refroidissement qui est plus longue que le cold pack qu'on a dans le congélateur quand on se fait une entorse, en fait. Donc là, je vais vous montrer cette vidéo. Je crois que c'est plus simple. Alors, c'est en anglais. J'ai mis un sous-titrage français. Mais ben voilà, ça vous permet de visualiser plutôt que de m'entendre juste blablater. J'espère que ça marche. Ah, peut-être que je vais juste arrêter le partage puis reprendre le partage. Là. Et attention, ça va être rock'n'roll. Go. Ah, pardon. Pardon. Donc cette vidéo, juste, elle présente la technologie par évaporation. Donc c'est quand on plonge le vêtement dans l'eau et que ça s'évapore. At Ergodyne, we offer a multitude of heat-stress PPE solutions within our Chillets line of cooling products. Our most popular gear from that line features evaporative technologies to keep workers cool in even the most extreme temperatures. Some of these products may look similar, but they cool using different technologies. The first is a traditional and very effective cooling technology that uses non-toxic, super-absorbent acrylic polymer crystals to retain water and provide cooling relief. To activate, place the product in a sink, bucket, or cooler of ice water. Let it sit for 2 to 5 minutes or until plump. The second cooling technology utilizes a unique hyper-evaporative polyvinyl acetate, or PVA material, which retains water while remaining damp to the touch. CT products are less bulky than traditional cooling products. Plus, there's no residue, no time wasted waiting for activation, and no need to wash your hands after use. To activate, simply hold a CT product underwater for about a minute or until the PVA material is fully saturated. Give the product a good twirl and enjoy up to 4 hours of cooling relief. Our newest evaporative cooling technology is our microfiber cooling line. Made of a lightweight woven material, it wicks away moisture from the wearer. This next generation cooling material is soft, machine washable, and utilizes a 50+ UPF treatment to provide superior protection from harmful UV rays. Activate by simply wetting the towel. Snap to accelerate the airflow and activation process. Cooling relief should last up to 2.5 hours. To regulate the core body temperature, place your Chillets cooling product around your head or neck. The head and neck contain large blood vessels near the surface of the skin that will help keep the body temperature regulated. For more information on heat stress. Voilà. Donc ça, c'était cette première technologie par évaporation. Donc ici, dans les dias suivantes, j'ai repris la technologie par évaporation, les avantages. Donc vous voyez, ça peut refroidir jusqu'à 15 degrés en dessous de la température ambiante. C'est une activation rapide. Et après, par contre, dans les inconvénients, c'est de quelques heures. Donc, ça va dépendre de ce qu'on fait. Si c'est parce qu'on va aller faire une balade un peu exposée au soleil et puis qu'on y va pour 2 heures, ben, ça peut convenir très bien. Maintenant, si on en a besoin pour toute la journée et puis on est loin, ben, ça va être un petit peu limite. Il va falloir le réactiver à un moment donné. La deuxième technologie, donc, je vais remettre sous forme de diaporama, pardon. La deuxième technologie, c'est donc par évaporation sèche. Donc là, en fait, ça se remplit d'eau. Donc un gilet, c'est à peu près 500 millilitres d'eau. Et puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est... Donc là, vous voyez aussi une casquette, hein, donc il n'y a pas que les gilets. Il y a d'autres choses, je vous montrerai des liens vers des sites après. Certains gilets, ça peut tenir jusqu'à 3 jours. Hein. Et puis, pour la
troisième technologie, c'est PAC ou CAP, c'est appelé aussi. Il y a différentes températures qui sont disponibles. Donc, ça peut le plus high-tech de ce qu'on peut trouver. Et puis, on peut, par contre, pas le porter directement en contact avec la peau. Ce qui est intéressant, alors vous retrouvez là, c'est le site d'un des fabricants, Inutech. Vous voyez que en fonction, il y a des couleurs de PAC. Et puis là, ça peut refroidir de 5 degrés. Les violets, c'est 10 degrés. Les jaunes, c'est 19 degrés. Les blancs, c'est 21 degrés. Et les rouges, c'est 26 degrés. C'est du matériel aussi qui est utilisé pour certains métiers hein, où ils sont fortement exposés au chaud. Voilà. Donc là, il y a vraiment des possibilités d'avoir une baisse de température qui est constante et de longue durée et puis qui est choisie et contrôlée. Là, j'ai juste remis un tableau, je vais pas y passer 15 plombs, mais c'est pour dire à quel point c'est compliqué et je pense que le challenge, il est là autant pour les ergots qui peuvent être accompagnés des gens à faire la sélection de matériel par rapport à leurs besoins, leurs activités, autant pour des gens, enfin voilà, vous pouvez chercher vous-même et puis commander, tester des choses. Ça va être de comprendre, mais en fait, c'est quoi comme technologie? Est-ce que c'est une technologie sèche? Est-ce que c'est une technologie humide? Est-ce que c'est une technologie PAC? Donc ça, c'est déjà la première question qu'il faut se poser. Puis après, ben voilà, les avantages, les inconvénients, les spécificités de chaque marque. Donc ça demande du temps. Je pense qu'on ne peut pas commander un gilet en se disant vite fait, allez, j'ai 10 minutes avant de manger, je vais vite faire ça, quoi. Donc dans le matériel, j'ai classé un petit peu comme ça, c'est qu'il y a des choses que vous pouvez avoir sur vous, sur soi. Donc, des chapeaux, des casquettes, des bandeaux, des foulards, des tours de cou, des t-shirts, des gilets, des sacs à dos, des manchons, donc c'est pour couvrir les bras, des jambières et peut-être des pantalons. J'ai trouvé des choses, j'ai rien trouvé dans le commerce, mais j'ai trouvé des études qui parlent de pantalons. J'espère que vous apprécierez mon image. Hein. Là. Et puis là, bah voilà, c'est simplement, j'ai sélectionné des images qui utilisent cette technologie d'évaporation sèche ou d'évaporation humide là en haut, et puis vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est pas très différent en fait de choses qu'on peut trouver dans le commerce. Si on ne sait pas que c'est un matériau spécifiquement rafraîchissant, ça se voit pas forcément. Puis après, ben, de se dire, si je veux me rafraîchir moi, il y a des choses qui existent, mais c'est plutôt voilà, à un moment donné pour faire baisser ma température parce que je me sens pas très bien ou parce que je sais que j'ai été exposée puis que je veux faire redescendre ma température vite ou que j'ai un phénomène de Outhoff qui a été identifié. À ce moment-là, ben, voilà, il existe ces masques de type cold pack, il existe des bandeaux, il existe des coussins aussi réfrigérants. On sait aussi ben, que, alors je ne sais pas sur soi, mais c'est en contact avec soi là directement, voilà, de mettre des matériaux avec ces technologies humides, par exemple sur l'oreille. Il y a des tours de cou. Donc, là, on voit que c'est plutôt rempli d'eau, hein, c'est ces technologies plutôt par évaporation humide. Des bandanas, donc là, ils sont montrés autour du cou, mais on peut les mettre autour des poignets, autour des chevilles, autour des cuisses. Ça peut être voilà, différentes possibilités. Puis il existe ces mini-ventilateurs, il en existe plein de sortes différentes. Donc, c'est des tours de cou avec de l'air qui sort. Hein. Là, on est plutôt sur ou des mini-climatisations ou des mini-ventilateurs. Donc, voilà, c'est hyper large. Et puis au final, je crois qu'il faut chercher dans les sites puis voir ce qui vous parle le plus. Et puis il faut tester. Puis je pense que ça vaut la peine de parler avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils ont testé? Qu'est-ce qu'ils ont essayé? Est-ce que tu peux me prêter pour que je le teste? Enfin voilà, je pense qu'il y a tous ces échanges un petit peu d'expérience qui sont importantes là-dedans. Donc là, il y a les vêtements. Vous voyez les t-shirts, des gilets humides, des espèces de sacs à dos, les jambières, pour les bras. Et puis ben là, en fait, j'ai aussi mis cette image-là. En fait, ça se voit pas, mais en fait, il y a plein de matériaux qui existent pour les animaux, en fait, pour refroidir les chiens, enfin les chiens spécialement, ou les chats. Mais c'est vrai que ben, c'est du petit matériel qui peut être utilisé ben, pour les humains aussi. Et souvent, ça coûte moins cher en fait si on est sur des sites pour les animaux que pour les humains. Donc voilà, ça peut être une piste. Ici, je vous ai mis pour que vous y retrouviez les principaux fabricants, donc plutôt de ce côté de l'Atlantique. Donc c'est Inutech, vous verrez beaucoup de produits de Inutech. Ça vaut la peine d'aller sur leur site parce que c'est super bien expliqué. Vous voyez vraiment bien les différentes catégories, les différentes technologies. Il y a la boutique en ligne aussi.
Donc ça, c'est une marque des Pays-Bas. Il y a CryoInnov qui est français, où ils ont aussi pas mal de choses intéressantes avec la boutique en ligne. En fait, tous ces sites, ils ont des boutiques en ligne. Ecouline, Techniche France, G-Eat et puis Port-West. Donc là, vous retrouvez vraiment ces fabricants en fait, principaux de ces technologies de refroidissement de vêtements. Ensuite, ici, vous avez des sites suisses qui proposent du matériel. Et puis là, je parlais des pantalons. Il y a ça, c'est le laboratoire suisse de technique de matériel, en fait, qui a fait des tests sur des pantalons. À un moment donné, c'était commercialisé chez Unico Suisse Tex, mais ça n'existe plus, ce site. Donc, je ne sais pas si c'est commercialisé ailleurs. S'il y a des gens qui sont intéressés, je pense qu'il faut repasser par le laboratoire de l'EMPA et puis par les 2 sites là que je vous ai mis pour retrouver des informations. Et puis IKEA propose par exemple des textiles rafraîchissants aussi. Voilà. Ici, c'est les sites que j'ai trouvés où ils vont proposer en fait des technologies de refroidissement. Ils vont proposer plein de styles de vêtements différents et puis de plusieurs marques différentes. Donc sur un de ces sites, vous allez trouver autant du matériel de Inutech que de Ecouline que de G-Eat, par exemple. Puis voilà, c'est plutôt des revendeurs de différents produits. Voilà. Ensuite, avec soi, on peut avoir des mini-ventilateurs, un éventail, un brumisateur, une ombrelle, des serviettes, des gourdes thermiques avec des outils de frais à l'intérieur. Là, je vous ai mis les images. Et puis ici, j'ai pas vu que c'était commercialisé en Suisse, mais c'est une technologie qui a été faite par Sony Japon. Donc là, c'est un vêtement dans lequel il y a une petite pochette dans laquelle on insère en fait un mini climatiseur et puis on peut par le Natel, par une application, par le téléphone portable, régler, contrôler en fait la température autant vers le chaud que vers le froid. Donc c'est climatiseur chauffage. Donc je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu ces choses qu'on peut avoir avec soi, sur soi, ensuite les choses qu'on peut avoir avec soi. Puis après, autour de soi, forcément qu'un parasol, ça peut aider, un ventilateur, un climatiseur, les brumisateurs. Donc, enfin voilà, je ne sais pas ce que les féministes vont dire de cette image, mais c'est cette image que j'ai trouvée où on voit des petits brumisateurs sur pied qui peuvent être déplacés. Il y a des tuyaux de brumisateurs qui peuvent être fixés, par exemple, à des parasols ou à d'autres endroits. Ça, en général, on trouve dans les bricots. Les ventilateurs, des matelas rafraîchissants, des tapis rafraîchissants, ça n'empêche pas, voilà, là on voit que c'est des animaux, mais d'avoir ça à un endroit dans son appartement, dans sa maison ou sur sa terrasse avec un tapis qui est au frais sur lequel on peut s'asseoir, se coucher pour lire et puis rester un peu au frais et puis décliner. Au niveau des financements, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas cool, en fait. Mais ça, je pense que c'est pas nouveau. Donc, j'ai essayé de restructurer un petit peu les différentes sources de financement. Donc, si on part en se disant, voilà, j'ai une maladie, j'ai une sclérose en plaques, j'ai besoin de matériel spécifique, ça peut coûter assez cher, suivant quoi, mon assurance maladie va m'aider. L'assurance maladie, donc assurance obligatoire des soins ou l'assurance de base, qui repose sur la LAMAL, la loi sur l'assurance maladie, elle a une liste qui va avec, qui s'appelle la liste des moyens et appareils, la LIMA. Et puis, c'est une liste qui est fermée puis qui dit quel matériel, en fait, l'assurance de base doit prendre en charge. Là-bas, vous voyez bien que c'est en rouge et que, a priori, rien ne va être pris en charge par votre assurance de base. Les assurances complémentaires, c'est très difficile de donner une réponse parce que c'est en fonction du certificat médical, ça de toute façon en général. Ça va dépendre de l'assurance, des contrats, des franchises, donc de pas mal de choses. Moi, je pense que l'idéal, c'est si vous avez une assurance complémentaire, vous demandez un certificat médical au médecin et vous envoyez avec la facture. Et puis après, vous croisez les doigts et puis après, vous argumentez. Donc voilà, je n'ai pas de réponse toute faite pour ça. Après, il y a les assurances sociales. Donc, est-ce que l'AI va rentrer en matière? L'AI, elle se base donc sur l'ordonnance, la loi sur l'assurance invalidité, qui a une ordonnance, l'OMAI, et puis la circulaire. Et là aussi, c'est des listes assez fermées. Ce qui est possible, ça, c'est des ergothérapeutes qui m'ont transmis cette information.
qu'ils ont pu obtenir pour certains de leurs patients, clients, en fait, des prises en charge par l'AI pour du matériel dans le cadre en fait, d'une activité professionnelle. Donc l'AI entrerait plutôt en matière s'il y a une activité professionnelle. Mais voilà, c'est de nouveau, je pense que ça vaut la peine de faire la demande. Après, dès qu'on est en âge AVS, eh ben, ça va être plus compliqué. Donc, en gros, il n'y a rien qui va être pris en charge en âge AVS, sauf s'il y a un droit acquis de l'AI. Je profite là juste pour repréciser que la prise en charge des moyens auxiliaires par l'AI, elle est indépendante d'une rente AI. Donc, si vous n'avez pas de rente AI, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à une prise en charge des moyens auxiliaires par l'AI, moyennant le fait que ça fasse partie de la liste de l'AI. Et puis après, ben, les PC, donc les prestations complémentaires, donc c'est différent de l'assurance complémentaire, c'est des prestations complémentaires qui peuvent être versées en fonction des revenus des personnes. Ils ont un catalogue qui va permettre le remboursement de frais de maladie, ça s'appelle RFM. Et puis, je ne connais pas suffisamment, peut-être qu'à la Société suisse de sclérose en plaques, ils peuvent vous renseigner si besoin, ou les assistantes sociales. Il y a donc ce catalogue, et puis ça doit être probablement cantonal. Donc moi, je connais en travaillant sur Vaud, plutôt le catalogue vaudois, et dans le catalogue des RFM Vaud, il n'y a rien du tout, mais peut-être qu'il y a des possibilités de faire des demandes argumentées aux prestations complémentaires RFM. Voilà. Et puis Magali? sinon, ben, oui, Magali? je dois me taire. Non, 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 pas encore. J'ai 45, mais peut-être, voilà, je suis... Merci. Merci. Et autrement, ben, voilà, ça va être ben, pour votre porte-monnaie ou éventuellement, en fonction de votre situation financière, il y a des demandes de fonds qui peuvent être faites. Avant l'âge de la retraite, en général, il y a des fonds, le fonds PAH de Pro-Infirmis qui peut être sollicité. Et puis peut-être d'autres fonds que je ne connais pas. Donc ça, je pense que c'est aussi des choses qui peuvent être vues avec les assistantes sociales ou la Société suisse de sclérose en plaques. Ouais, je me Et puis, permets juste de rebondir, ouais, si vas-y. j'ose justement. Ouais. Mais effectivement, notre équipe du conseil social s'occupe aussi de vous aiguiller dans ce genre de demande, comme c'est parfois un peu la jungle. Et puis, il y a aussi selon le budget individuel, il y a une analyse qui est faite et il y a certaines aides ponctuelles qui sont aussi offerte par la Société suisse de sclérose en plaques, si jamais. Donc ça, n'hésitez pas à contacter le conseil, si jamais. Voilà. Je te laisse continuer, pardon. Merci. Voilà. Ben, voilà pour le financement. Après, ben, j'ai une ergothérapeute aussi qui m'a transmis le fait que ben, les pompiers, et j'ai eu aussi les pompiers de la ville de Lausanne, mais je n'ai pas recontacté pour aller plus loin, mais les pompiers utilisent des gilets refroidissants. Donc peut-être que vous avez dans la commune où vous habitez des pompiers qui auraient la gentillesse, ils en ont à disposition des gilets, puis qui peuvent vous les faire essayer ou des choses comme ça. Donc après, c'est clair que ça donne assez envie d'essayer avant d'acheter. Mais que ça va être difficile parce que je pense, à ma connaissance, il n'y a pas un endroit où il y a une mise à disposition de matériel pour des essais et qu'en plus, c'est des choses probablement qui évoluent très, très vite. Donc, d'acheter, enfin voilà, que quelqu'un achète tout un stock de matériel pour pouvoir tester, ben, une année après, il n'y aura plus la même chose en vente sur les sites. Donc, ça a assez peu de sens, je pense. Mais voilà, c'est un petit peu comment faire pour bien faire. Je pense qu'on a un peu de limites à ce niveau-là. J'ai un dernier volet, je crois que c'est le dernier, sur plutôt le logement, de se dire, ben voilà, c'est clair qu'on ne peut pas tous choisir où on habite, que les possibilités de trouver un appartement en fonction de où on souhaite s'installer, c'est aussi difficile. Mais j'ai quand même remis quelques pistes. S'il y a un déménagement qui est envisagé, ben voilà, de se dire, si j'ai une sclérose en plaques, a priori, vous allez penser à votre motricité, à comment est-ce que je peux adapter le logement si j'ai une évolution de ma sclérose en plaques, mais aussi peut-être que j'ai déjà des difficultés de mobilité, donc je vais chercher un appartement qui soit adapté sur le plan des déplacements, adapté pour des déplacements avec des cannes, avec un rollator, avec un cadre de marche, avec un fauteuil roulant. Donc ça, c'est des choses à penser. Mais aussi, en fait, au niveau de la cognition, des fois, ben, on voit, par exemple, je trouve sur cette image, on voit que les choses, elles sont assez contrastées. Où on voit ici, par exemple, que
la poignée de bain, elle est contrastée, donc on pense tout de suite à la vision. On se dit, ah bah, je vois mieux la poignée parce qu'elle est bleue, mais c'est aussi bah, au niveau de la cognition, donc de la manière de devoir se concentrer ou de maintenir son attention. Ben, si les choses elles sont lisibles, si elles sont visibles, si les choses elles sont clairement indiquées, ça va être plus facile. Ça va demander moins de sollicitations au niveau de, de la concentration et compagnie. Voilà, de penser à ça. Et puis après, ben, en fonction de ce qu'on vient de discuter du phénomène de Houthoff, de se dire, mais est-ce que finalement un appartement un petit peu plus en altitude, ça pourrait être un avantage, notamment en été. Après, ben, le désavantage de la sensibilité au froid en hiver aussi. Donc, c'est hyper difficile de trouver le bon compromis, hein, probablement. De penser à l'exposition, si j'ai le soleil qui tape sur des baies vitrées toute la journée en plein été, c'est peut-être un appartement qui est dur à maintenir au frais. Enfin voilà, comment est-ce qu'il est exposé? Est-ce qu'il y a de l'ombre? Est-ce qu'il y a une arborisation autour? Là, j'ai mis une image en bas à droite, c'est le quartier de la Bourdonnette à Lausanne. Et puis, j'ai pas été dans les appartes, hein, mais on peut imaginer que ben, l'appartement qui est là au milieu, exposé, sans ombre de vent, probablement c'est plus difficile de maintenir le frais que ceux qui sont juste derrière les arbres ici. Voilà. Après, on n'a pas toujours une vue satellite des immeubles dans lesquels on cherche à habiter, hein. Et puis là, ben, voilà, on n'en est pas là, je crois, mais ça, c'est une image à Los Angeles où il faisait tellement chaud, en fait, ils ont recouvert le sol de revêtements particuliers. Donc ça aussi, peut-être que, voilà, en fonction des moyens financiers, je sais pas, une terrasse, est-ce que de penser le revêtement de la terrasse, c'est possible de le changer ou de le recouvrir pour plus de fraîcheur? De penser aussi aux opportunités d'activité qu'il peut y avoir autour de votre logement. Est-ce qu'il y a un parc ombragé où je peux aller me balader? Est-ce que je devais me retrouver dans le métro? Ça donne envie, hein, ça, aller se mettre sous les selles des gens quand même. Mais voilà. Quelles sont les contraintes? Quelles sont les opportunités? Je vais me retrouver dans quoi comme quotidien, à fréquenter quel environnement, quel lieu en fonction du logement où je suis. Donc voilà, de visiter un appart, mais de le visiter de manière peut-être plus large en pensant à ces aspects de chaleur. Dans les trucs et astuces, donc en vrac, dormir à la cave. Moi, j'ai une patiente qui faisait ça. Donc, elle s'était installée en lit au frais et elle était super contente. Donc, l'été, elle allait dormir dans sa cave. De congeler son duvet. Donc, de congeler le duvet, puis après de remettre juste une fourre par-dessus qui n'a pas été congelée, c'est plus agréable. Des draps. Les bandes tubulaires, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais pour maintenir des packs. C'est ce qu'ils mettent souvent sous les plâtres, comme ça s'achète en rouleau dans les pharmacies. Puis on peut couper des bouts, et puis ça permet de maintenir des pansements en place ou des choses comme ça. Mais voilà, ça permet de maintenir des packs de manière, enfin voilà, pas pour aller faire un footing, hein, mais pour être sur son canapé pour se rafraîchir. Et puis mettre les packs dans les poches, une jaquette ou comme ça. Il y a aussi des films de protection thermique solaire qui existent dans les magasins Brico. Je vous ai mis quelques liens ici. Donc ça, ça peut refléter jusqu'à 80% des UV et puis ça peut réduire jusqu'à 10 degrés en fait la température en fonction de l'exposition puis de la densité en fait du filtre qui va être appliqué. Donc en gros, c'est des autocollants qu'on vient mettre sur les fenêtres. Donc c'est sûr que vous n'allez pas prendre des autocollants ultra opaques pour mettre sur votre vitre avant de la voiture. Ça ne va pas être la meilleure idée. Et voilà. Faire de l'exercice, ah bah ça c'était ça mon dernier volet. Donc aller le soir ou le matin plutôt quand il fait très chaud, aller dans des endroits ombragés, aller au frais, faire du tennis si vous en faites sur des cordes le soir, si c'est éclairé, ça peut être pas mal. Donc voilà, de penser quand est-ce que je vais faire mes activités, puis c'est clair que c'est une contrainte parce que ça demande de repenser peut-être votre organisation au quotidien, vos habitudes, que ça peut être difficile de articuler ces habitudes-là avec peut-être un conjoint ou des enfants ou enfin, voilà, l'organisation de toute la famille est à considérer. Et voilà, de penser à ces alternatives-là plutôt que de se priver de faire de l'exercice qui est reconnu comme étant vraiment nécessaire et favorable dans la sclérose en plaques de manière générale. Euh, pour faire de l'exercice, ben, on va viser à réduire la température centrale. Donc, on peut le faire durant l'activité, en portant justement des foulards, des gilets, des casques rafraîchissants. Euh, on peut le faire aussi en buvant de l'eau froide ou de la glace pilée pendant l'entraînement.
ou l'activité, hein, c'est pas forcément un entraînement intense. On peut le faire avant, donc faire un pré-refroidissement, puis il y a des études qui montrent l'efficacité de ça, donc en portant 30 à 60 minutes avant l'effort physique, par exemple, des vêtements réfrigérants, ou de faire des bains froids. Alors après, il y en a qui sont fans de ça, il y en a d'autres un peu moins, mais voilà, des études montrent que si on fait un bain pendant une trentaine de minutes dans un bain entre 16 et 26 degrés, et ben, ça refroidit suffisamment le corps pour aller faire à peu près 1 heure d'effort derrière sans que la température du corps monte trop. Et puis le post-refroidissement, donc après l'activité, de se refroidir rapidement. Donc là, c'est les technologies, donc immersion dans l'eau froide, entre 21 et 27 degrés, c'est plus ou moins Je les suis désolée, mais recommandations. C'est fini. non, c'est pas fini, mais faudrait vraiment clore. C'est surtout à cause Je crois. de. Je pense que ça Des va couper à questions. 19h, donc Ah, comme ok. ça, j'ai juste une question à Voilà. laquelle on pourra peut-être répondre. Voilà. Voilà. Les refroidissements par gilet, l'ingestion d'eau froide à 1,5 degré, et puis les chambres froides, donc il y a des chambres des fois de sport climatisées, plus fraîches. Donc voilà, et manger et boire, et un petit gazpacho pour terminer. Désolée de finir un Non, peu en queue de c'est moi qui poisson, suis je désolée suis comme ça. navrée. Mais Voilà. merci beaucoup pour cette super présentation. Comme Magali l'a dit, je vais vous la transmettre. Elle sera disponible en même temps que le lien la semaine prochaine. Donc, on a une question pour l'instant. Je suis pas sûre qu'on va pouvoir en prendre d'autres, mais vous n'hésitez vraiment pas à les poser sinon un autre moment. Pardon, vous m'entendez toujours? Est-ce que on voit bien mon écran hein, avec la slide rouge? Oui. Ouais, parfait. Donc, il y a juste une personne qui demandait s'il y a une solution d'urgence en cas de phénomène Doutov qui empêche carrément de marcher, donc de phénomènes violents en fait. Est-ce qu'il y a une solution Mhm. d'urgence qui permettrait à l'entourage de réagir voilà, c'est la question. Ouais, alors bon, moi je pense que dans les solutions d'urgence, ben, il y a vraiment de rechercher à refroidir le corps, donc sans se faire un choc thermique, puis en passant d'une température extrêmement élevée Mhm. à une douche complètement gelée, mais par exemple, alors s'il y a des difficultés à marcher, ça dépend de l'aménagement aussi de l'environnement qu'il y a à la maison, parce que ça peut être des gens, voilà, des personnes qui marchent et puis tout d'un coup se retrouvent dans l'impossibilité de marcher, donc l'aménagement de l'environnement, il n'est pas optimal pour des troubles à mobilité. Mais voilà, si ça le permet de faire une douche, un bain, justement de se refroidir avec des packs, avec des linges froids, de chercher à se mettre à l'ombre, au frais, voilà, quand il fait très chaud, ben, de fermer les stores, essayer de garder donc la journée, fermer les stores, fermer les fenêtres, garder le frais le plus possible dans la maison, puis ouvrir plutôt la nuit pour aérer. Donc voilà, de rapidement se mettre dans un endroit frais, de rapidement essayer de se refroidir. Puis après, après c'est la question de la mobilité. Donc si on est embêté, par exemple, pour aller aux toilettes ou pour s'habiller, ben voilà, il y a des possibilités de louer assez rapidement un fauteuil roulant s'il faut, ou voilà, des moyens auxiliaires. Et puis moi, ça, je pense que ça vaut la peine si la personne qui pose cette question est affectée par ce phénomène. Bah voilà, c'est des choses qui peuvent être tout à fait adressées en ergothérapie, puis qui peuvent être réfléchir en amont, de se dire, ben voilà, de manière générale, je marche, mais je sais que ça peut se passer. Comment est-ce qu'on peut prévoir un peu un plan et puis savoir rapidement où aller chercher un fauteuil roulant si c'est nécessaire, penser un peu en amont l'aménagement de l'environnement en se disant, ben, j'en ai pas forcément tout le temps besoin, mais ça peut se présenter. Donc ça, une ergo, elle peut être tout à fait disposée à répondre à ça. Je ne sais pas que je veux faire de la pub pour mon métier, hein, mais voilà. Et puis là, C'est bien. c'est pris en charge par l'assurance maladie. Il faut voir avec le médecin pour qu'il prescrive ça. Mais Mm. voilà, je pense que dans l'urgence de la mobilité, ça va être ça. Et puis ça va être de solliciter, s'il faut, rapidement de l'aide et des soins à domicile. Voilà. J'espère que je Merci réponds. beaucoup. Non, c'est Voilà. super. Sachez aussi, bah, ça c'est surtout si vous êtes sur place à Lausanne, mais s'il devait se passer quelque chose sur le moment, on a aussi sur place une chaise qui peut être amenée tout près, mais c'est malheureusement à Lausanne.
Après, il y a chez tous les fournisseurs de moyens voilà, ouais. auxiliaires, voilà, faut taper fournisseur de moyens auxiliaires et puis vous allez trouver, souvent il y a des choses qui sont en location. Donc Mhm. après, ça peut des fois être livré dans la journée même ou ça Mhm. peut être pris dans les stocks des fournisseurs de moyens auxiliaires. Autour de Lausanne, par exemple, il y a 5 fournisseurs ou le Gros de Vaud aussi. Enfin, c'est quelque chose qui peut aller assez vite, moyennant effectivement que... Voilà, mais ils peuvent livrer à domicile aussi s'il faut, etc. Bah, Mais alors, merci, c'est bon à merci savoir qu'il y beaucoup. a la Société suisse de sclérose en plaques aussi. Ouais. Et puis, en priorité, se refroidir au plus vite. On a retenu ça. Alors, je suis désolée, on va devoir clore parce que j'ai peur que ça s'arrête. Euh, donc, vous n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. On est vraiment à disposition, l'équipe du conseil, au numéro qui s'affiche. Donc, j'en fais pas partie, mais vous connaissez normalement les membres de l'équipe du conseil au numéro qui s'affiche à l'écran. Si vous avez des questions en lien avec l'ergothérapie, comment ça se passe, parce que là, on n'a pas forcément le temps d'en parler. J'allais demander peut-être que tu décrives un peu plus le métier, mais ça sera Ce sera peut-être un pour autre une autre webinaire. fois, un autre webinaire. Mais n'hésitez vraiment pas à nous contacter si ça vous intéresse. Ça peut aider vraiment aussi pour différentes choses. Dans les événements à venir, donc il y a un cours de paddle qui a lieu dimanche. Si vous souhaitez vous inscrire, il faudrait plutôt appeler parce qu'on a un petit peu la dernière minute. Et puis, une soirée d'information la semaine prochaine, mardi, qui aura lieu au CHUV. Il y a encore des places. Et celle-ci également la semaine d'après. Et là, il y a aussi des places. J'ai fait attention qu'il ne fasse pas trop chaud dans la salle, si jamais. Voilà, donc je remercie vraiment, merci beaucoup Magali pour cette présentation. Je vous souhaite à toutes et tous une belle et fraîche soirée malgré la température. Et puis à bientôt. Merci d'avoir Au été revoir là. tout le monde. Merci beaucoup. Et là, et on pourra arrêter le webinaire. Pardon, j'arrive pas à Je fais arrêter. un joli sourire, Nathan. C'est gentil, merci. Mais,